cas, ravi d'être ici chez Epitech. Je ne connaissais pas cette école. Moi, je suis diplômé de Montpellier. J'ai eu mon bac en 2000. En 2000, pas beaucoup d'entre vous devaient être nés. Donc, donc voilà, ça ne rajeunit pas. Donc, je suis data architecte chez Carrefour. Est-ce que vous connaissez Carrefour dans la salle? C'est super parce qu'on va pas parler du tout de Carrefour cette fois-ci, donc c'est très bien. Je suis aussi de Google Developer Expert sur Google Cloud. Est-ce que vous connaissez le cloud? Ouais, un peu. Alors qu'est-ce que c'est? Un nuage, très bien, un nuage. Qu'est-ce qu'on fait avec le cloud? Ouais. Ouais, ça peut être ça. En fait, c'est le cloud, j'aime bien le présenter comme de la location de ressources. Les serveurs sont pas à nous, ils sont à quelqu'un d'autre, à Google, à Microsoft, à Amazon, et on loue des ressources. Et donc, je vais vous parler forcément de Google Cloud aujourd'hui parce que c'est le cloud de Google que je connais bien. On va parler de du ATI sur Google Cloud. Et on va coder avec du ATI. Enfin, je vais coder avec du ATI et c'est vous qui allez choisir des choses. Et donc, j'ai besoin de vous. Donc, je vous laisse prendre votre téléphone pour vous connecter à Cousys. Alors, il n'y a, Surprise. y a pas de questions, il n'y a pas de classement, il n'y a rien à gagner, hein. C'est juste pour que vous me donniez des instructions sur quoi faire et comment faire. Alors dans la salle, on nous dit qu'on aimerait bien gagner des courses. Alors, je travaille chez Carrefour, hein, je ne travaille pas chez Google. C'est juste pour vous aider. Je vous laisse quelques secondes encore. Et je vais basculer ici. Vingtaine de personnes. Allez. Ok. On est une quarantaine. Allez, on est bon, 45, 50. Oula, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes. Allez, c'est parti. Alors, première question, attention, c'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement. Très très dur. Est-ce que vous êtes prêts? Non? Bon, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes plutôt prêts, nickel. Bon, on va retourner mais sur la presse, c'est juste parce que je vais avoir quelques questions pour vous juste après. Je vous parlais de DuetAI. Alors, DuetAI, qu'est-ce que c'est? DuetAI, c'est un assistant de code. C'est un assistant. Comme pour Microsoft, Copilot, c'est un assistant, aussi bien pour la suite bureautique que pour la suite de dev. Et bien, DuetAI, c'est la même chose avec Google. DuetAI pour Workspace, avec Gmail, Docs, Slide, Sheet, etc. Et DuetAI pour les développeurs. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour faire du développement et vous aider à faire du développement. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que quand on est des jeunes comme vous qui a entré dans ce marché du travail qui est très difficile, il y a plusieurs difficultés. Une des difficultés, c'est le fait de monter en compétence dans des projets, parce qu'il y a plein de codes, plein de classes, plein de répertoires, vous ne savez pas trop quoi faire, comment bien faire du code qui correspond à ce qui existe, et justement, vous perdez beaucoup de temps à le comprendre. Vous avez aussi pas mal changé de contexte. Vous avez quelque chose à faire, vous ne savez pas comment le faire. Vous sortez, vous allez sur Google Search, vous cherchez un, deux, trois liens, vous finissez sur Stack Overflow, vous copiez le code, vous revenez sur votre IDE, vous testez le code, vous l'adaptez. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, c'est un petit peu compliqué. Et sûr que ce que je vous dis, vous le savez parce que vous le faites tous les jours, mais j'imagine. Il y a aussi de la maintenance du code à faire. Vous avez une version de Python, Python 2 passé en Python 3, c'était très difficile pour beaucoup de sociétés. Du Java, Java 8, Java 11, Java 17, Java 21, bref, il y a des changements à faire. Et c'est répétitif, c'est long, il n'y a pas de valeur ajoutée. Si on peut avoir un assistant qui le fait à notre place, c'est quand même beaucoup plus cool. Donc c'est le but de du AI qui se base sur la GenAI. Donc je pense que vous avez vu des conférencières sur la Generative AI, les LLM et puis tout ça. Parce qu'il y a plein de LLM qui existent aujourd'hui. Donc LLM, vous savez ce que ça veut dire? Language Model, voilà. C'est des modèles qui sont très très larges. Et donc voilà, on a plein sur le marché aujourd'hui. On a par exemple GPT-4 qui a 1700 milliards de paramètres, donc qui est énorme. Suivi de près par celui de Google, qui s'appelle Gemini, il y a 1500 milliards de paramètres. Et d'autres open source, plus modestes, Llama 2 de Meta qui fait 110 milliards de paramètres. Et par exemple, on a Mistral au hasard qui fait que 7 milliards de paramètres. Et donc pour vous, j'ai une question sur Cousys. C'est pas ici, c'est ici. Alors vous êtes prêts? Alors la prochaine question, c'est pourquoi il y a ça? Hop, next question.
Parmi tous ces paramètres, enfin tous ces LLM, quel est le meilleur entre du GPT, Gemini, Llama, Mistral, ou alors bah, ça dépend, ça dépend. La réponse 5, si vous voulez. Ah, j'ai même du son, c'est magique mon truc. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon test justement pour les PTech ou pour toute école d'ingénieurs qui se respecte. Normalement, quand on vous demande quel est le meilleur, automatiquement la réponse c'est ça dépend. Parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Quel est le meilleur? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous prenez un modèle qui est très créatif, très inventif, très prolixe, qui va vous faire plein de choses. GPT est très bien, mais pour ça, pour créer des poèmes, créer des descriptions, c'est très très bien. Gemini, c'est plutôt le modèle allemand. Très carré, très sobre, très efficace sur ce qu'on va faire, qui va très bien synthétiser, mais qui ne va pas trop divaguer. Mistral va être très efficace pour être très rapide. Vous n'avez pas besoin de GPU, donc déjà ça coûte moins cher à exécuter, il est plus léger, il est plus rapide. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, du budget, du temps, du type de personnalité que vous voulez de ce LLM. Donc c'est pareil pour du ATI qui va utiliser Cody, qui est une sorte de Gemini qui a été amputé de quelque chose. Typiquement pour faire du code, on n'a pas besoin de connaître l'intégralité du répertoire des Beatles, de Shakira et de Rihanna pour faire du code. Il n'y a pas besoin. Donc tout ça on le prend du modèle, on le dégage. Par contre on a besoin de faire du Python, du Rust, du C, du C++, etc. Et ça on va l'ajouter. Donc le modèle il est fine-tuné. J'ai demandé à Google savoir combien il y avait de paramètres. Il y a une sorte de secret autour de ça, donc j'ai pas ça. Il y a une concurrence avec Copilot, donc forcément il y a une sorte de sauce secrète côté Google, mais Cody est utilisé pour du ATI. Donc si je reviens ici, donc ça dépend en effet. La démo que je vais vous faire aujourd'hui, je vais la faire sur mon laptop, hein, donc vous avez vu, c'est laborieux mais pour démarrer, mais surtout c'est un Chromebook, donc j'ai juste un navigateur, donc j'ai pas d'IDE qui est installé dessus. Donc pour ça, je vais utiliser un service de Google Cloud qui s'appelle Workstation. Workstation, c'est quoi? C'est on va créer une workstation dans le cloud, donc c'est un environnement de développement. Et Google en fait fait ça depuis 8 ans aujourd'hui. Ils ont commencé avec Cloud Shell en 2016. C'était quoi? C'était juste dans votre navigateur une console Linux pour lancer des commandes de base, notamment utiliser Gcloud, qui est la CLI, l'interface en ligne de commande de Google Cloud, en 2016. Donc vous avez besoin de rien installer sur votre poste. Depuis Internet, vous interagissez avec Google Cloud en live et c'était super pratique. Ça a bien évolué et aujourd'hui on est en 2023-2024 et on a du ATI sur Workstation qui est ici et que je vais utiliser pour la démo. Dernière chose, alors vous allez voir, c'est un VS Code qui est en ligne, qui est accessible depuis un navigateur et donc j'ai juste un navigateur et je peux coder en ligne, c'est magique. Dernière chose, donc on va faire une démo. Alors la démo, elle est un peu risquée, hein, comme c'est une IA qui est générative, elle peut des fois un peu fabuler, un petit peu faire ça. J'ai dû répéter entre 20 et 30 fois le scénario, et je pense que j'ai eu 20 ou 30 fois des cas différents, donc on va voir si ce cas va marcher ou pas. C'est pour ça que c'est un peu un crash test, mais c'est quand même intéressant à faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une API, on va créer une page HTML, on va décrire un conteneur, on va construire ce conteneur avec une chaîne de CI/CD, et on va déployer le conteneur. Et on verra si on a un peu de temps à la fin pour générer des tests unitaires, faire du Terraform ou autre chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un conteneur? Ouais, ça va? Bon, un conteneur, hein, c'est une façon de packager une application. Hein. Avant, on faisait du Java, on faisait ça dans un jar, dans un war, on peut faire ça dans un zip. Ben, un conteneur, c'est une autre façon de packager une application. Voilà. Il n'y a rien de sécurisé à l'intérieur, donc si vous mettez des secrets dans un conteneur, hein, c'est comme un zip, hein, il n'y a pas de secret dedans, enfin, il n'y a pas de sécurité. Bref. Ça c'était juste une aparté. Donc on va partir sur Workstation. Donc c'est ici. Donc je suis ici sur l'environnement Google Cloud et je vais lancer ma Workstation. Hein. Donc vous voyez c'est juste un onglet qui s'ouvre en plus. Juste voir. Ouais c'est bon. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez que je croise un petit peu? Un petit peu. Allez. Alors je vais vous créer juste un répertoire qui va s'appeler Epitech hein, parce qu'on est à Epitech. Voilà, même qu'à dire, hein, si en Linux, et on va l'ouvrir ici, Epitech qui est ici. Tac. Ok, alors j'ai une question pour vous.
Alors du UTI attendant de se connecter, tout ça, pas de problème. Une question pour vous. Avec quoi je code? Alors, trois solutions. Il y a du Node.js, du Go ou du Python. Donc, the good, the bad and the ugly, hein, si vous voulez. On pourra en discuter entre midi et deux. Donc, dites-moi avec quoi est-ce qu'on code. Ok, donc il suffit que je vous dise que Python c'est le plus horrible pour que vous fassiez du Python. Pas de problème, on va faire du Python. Donc c'est pas ici, c'est ici. Ok, et ben on va commencer. Donc en fait, du UTI on peut l'utiliser de deux manières. On peut l'utiliser soit avec une interface de chat. Donc là je vais utiliser du chat pour commencer à coder quelque chose. Soit là on peut l'utiliser vraiment directement dans le code. Je vous montrerai ça. Donc là on va lui parler en anglais. Hein. In Python, create a hello world API. Et c'est parti, je vais juste me créer un petit fichier qui va s'appeler main.py. Et donc là, j'ai ce fichier, je vais juste ajouter ce qu'il faut ici. On a directement le code qui est là et j'ai plus qu'à l'exécuter. Donc je vais l'exécuter. Il me dit que c'est python.a.py, j'ai appelé main.py, donc on va faire ça, on va faire python, hop là, je vais y arriver, python main.py, et ça démarre. Tout seul, parfait, je vais le tester. Alors comme je suis un flemmard, hein, je suis quelqu'un du sud un petit peu comme vous, donc un peu flemmard. Give me the curl command. Et voilà, comme ça, j'ai rien d'autre à faire qu'un copier et un coller ici. Et ça marche. Donc j'ai rien fait, j'ai demandé, j'ai copié-collé et j'ai exécuté. C'est d'un peu tout seul. Après, dans le code, on peut faire des choses. Si ici, par exemple, je vais lui demander create Fibonacci route. Automatiquement, il me crée ma route ici. Alors, je vais réduire un petit peu ça. Voilà, avec celle-ci. Voilà. Je n'ai rien fait ici de la même manière. Hop, je relance. Comme je suis un flemmard, toujours mais pareil, give me the curl command for Fibonacci. Il me donne ce qu'il faut. Je copie, je colle. Et normalement, Fibonacci de 5, ça fait 5. Pourquoi il m'a ouvert un truc avec Google? Ok, ici, voilà. Et ici, on fait Fibonacci de 8, c'est égal à 21. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Bon, ça c'est cool, hein, ça c'est moi qui l'ai décidé. Maintenant, je vais avoir besoin de vous pour vous me disiez, excusez-moi, qu'est-ce que je vais faire dans mon API? Je veux faire une entité pour la créer, la supprimer et la lister. Quelle entité? Est-ce que ça peut être un user, ça peut être je sais pas moi, ça peut être une salle de cours, un prof, une matière, des chaussures, des voitures. Donc de quelle entité est-ce qu'on on va parler aujourd'hui? Une patate aussi, une patate, mais si vous voulez. Une patate peut faire une taille, une forme, En effet, si c'est... Bon, je vois que le user 5. Ah ben 5, on va prendre un user. Très bien. Question mais suivante. Donnez-moi 3 attributs de ce user. Un email, un nom, une taille, un poids, un sexe, un âge, une date de naissance, mais ce que vous voulez. Alors vous pouvez... avoir un nom... Voilà. Je pense que Léo a beaucoup de succès. Hein. Je sais pas pourquoi, mais Léo, vraiment, c'est fou, quoi. Donc, on va avoir un nom, un poids. Allez, un nom et un poids. On va faire ça. Un nom, un poids, et puis on va y mettre un ID, mais quand même, ce sera assez sympa. Ok. Alors, on reprend du UTI, on va dire. Toujours pareil. Hein. In Python, create un API.
that create, delete and list user. On va mettre entre parenthèses un ID, on a dit un nom, et c'était quoi? C'était un sexe, c'est ça? Genre. Non, le poids. On va mettre en anglais. Oh là, si j'écris mal en anglais, ça va pas aller. Et on va lui demander the list of users is kept in memory. Que si je lui précise pas ça, il va me créer une connexion, une base de données, et on va peut-être pas avoir le temps de faire ça. Donc voilà, donc je vais prendre mon code ici, je vais l'enlever, je vais le remplacer par celui-là. Donc très bien, on a eu donc la requête. Alors il y a JSONify qui a été utilisé. J'ai dit que Python, je n'aime pas ça. On m'a dit que JSONify c'est une mauvaise pratique. Donc écoutez, je vais le supprimer. Voilà, donc on m'a dit que c'était mauvais. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai fait la démo la semaine dernière, c'est ce qu'on m'a dit. Donc hop. Donc voilà, je supprime mes JSONify et on sera bon pour ça. Alors il y avait peut-être une commande avec comment ça s'appelle, avec VS Code pour arriver à tout supprimer, sauf que je ne suis pas un habitué de VS Code, je suis plutôt un habitué d'IntelliJ, et donc je ne connais pas les raccourcis. Tac. Et normalement, on doit être bon, Ok, donc je vais relancer mon serveur et je vais demander give me the curl command to create a user. Alors pourquoi je demande pour la création? Parce que pour la création, la commande elle est un petit peu longue. Il faut faire un post, il faut donner la structure du JSON et puis tout ça. Et voilà, je suis flemmard. Ah, ça marche pas. Erreur mes 500, intéressant. Ah, problème de Python. Est-ce que vous savez qu'on peut mélanger des choux et des patates? Voilà, c'est le problème de Python. Alors, je vous montre le problème qui s'est passé ici, c'est qu'on a créé une liste de users qui s'appelle user, et on a créé une fonction qui s'appelle user. Et donc, c'est la même définition, et donc Python se mélange tout. Donc, c'est pas grave, on va l'appeler endpoint ici. Hop là, et endpoint ici. On s'en fout du nom, c'est pas très important en Python. Hop là, tac, on arrête, on relance, et ici... Ok, donc là, cette fois-ci, ça a fonctionné. Je vais fermer ça. Donc on a bien le user qui a été créé, John, avec son poids, mais je vois pas qu'il a pas un ID. Bon. On va le lister, on va voir à quoi ça ressemble. Donc on va garder ça, on va juste supprimer tout ce qui est avant. Et donc l'API me répond John et son poids. Sauf que je n'ai pas d'ID, donc je ne sais pas comment il va faire pour faire la suppression. C'est pas grave, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là c'est bon, on a notre API. Je vais créer une page HTML. Toujours pareil, hein, je vais lui demander alors je vais lui donner en pur HTML, je ne suis pas sûr qu'il sache ce que ça veut dire. Create a page that list the users from the API in a table. Et ensuite, on va lui demander d'ajouter add a delete button on each row. Ici, on va se créer une page ici qui va s'appeler index.html. Très bien. Et on va y ajouter le code. Je ne sais pas s'il va faire ce que je veux. Voilà. Donc il a fait exactement ce que je ne voulais pas. Je lui ai demandé en pur HTML et il m'a créé du Python ici. Bon, c'est pas grave. On va le faire à la mano. Donc on va juste enlever ça et on va lui demander ici de créer un script. Voilà, JavaScript, c'est très bien. Et ensuite, ici, on va lui demander ce qu'on veut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On va dire get the users. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ok, donc fetch users, tout ça, très bien. On l'ajoute.
On ajoute user ID quand on reçoit les users et on a un delete et la fonction delete. Voilà. Il a écrit tout ça pour moi. Il a compris automatiquement que je pouvais ajouter un user, créer une fonction de delete et j'ai la fonction qui est ici. Et j'espère que ça marche parce que je suis aussi pas très bon en HTML, c'est pas mon truc. Bon, on va voir ça. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on ajoute la page à notre serveur. Donc on va aller ici. On va lui dire serve the index HTML page. Il me propose ça. Alors il me propose quelque chose, c'est de me servir depuis le répertoire statique. Alors on va faire ça, on va juste se créer le répertoire statique. Ici, on va faire un move du fichier index, hop là, vers statique. Voilà. Comme ça va bien fonctionner. On arrête ici, on redémarre. Et maintenant, on va voir si on peut avoir notre page. Oui, on va ouvrir un nouvel onglet. Ici. Alors, deux choses à présenter. Déjà ici, donc je suis toujours sur Internet. J'ai ouvert un serveur avec le port 5000 sur mon environnement de développement. Ça m'a ouvert une nouvelle page. Vous voyez, 5000 au début. Donc en fait, ça vient lire le port 5000 de mon IDE. J'ai bien ma page avec tout ce qu'il faut. Et maintenant, on va voir si je peux ajouter un utilisateur. Donc là, je vais ajouter un utilisateur comme tout à l'heure, qui est ici. Sauf que là, je vais quand même y ajouter un ID parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc virgule, on va mettre ID, deux points, on va mettre le 1, raté, comme ça. Est-ce que ça marche? Ça marche. Est-ce qu'ici ça marche? On rafraîchit la page. Cool. Est-ce qu'on peut supprimer? Alors attendez, on va voir, hein, parce que des fois quand on fait du web, il vaut mieux avoir toujours la console ouverte. On va faire un delete. Ah, ça marche pas. Internet server error, ça ne m'étonne pas. Voilà, on n'a pas testé la partie delete, des fois c'est un petit peu capricieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? X n'est pas dans la liste. Alors je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, on va pas passer du temps à débugger ici, il faudrait le regarder un peu plus précisément qu'est-ce qu'il fait sur delete qui est ici. Il le cherche dans la liste, donc il a dû retourner un 404, non c'est un 500. Bon, on verra peut-être à la fin si on a un petit peu de temps. Bon, en tout cas, on a la page, on a pu voir les users. Par contre, on va créer un user directement sur la page. Alors, c'est pas ce fichier-là qui est fermé. Il va être dans statique. On va ajouter un formulaire sur la page. Alors, est-ce qu'il est? Ah, il est là. Très bien. Donc, ici, après la table, hop, on ajoute un formulaire. Que j'ai fait moi. C'est ici, c'est un form avec ID égale, voilà, ok, très bien. Alors je vais laisser cette partie-là dont je n'ai pas besoin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me propose? Attention, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que je ne fais rien de particulier. Je fais juste que lui demander qu'est-ce que je dois avoir et il ajoute de manière automatique. On va lui demander un ID aussi. Et tout seul, l'ID est ajouté. Juste arriver à vous faire voir que en fait je ne fais pas grand chose, je fais juste que démarrer quelque chose, faire un commentaire et tout le corps du texte c'est lui qui le fait. Maintenant que j'ai un formulaire, je veux l'ajouter à mon API. Et encore une fois, je ne vais pas faire grand chose, hein. Je vais juste commenter et j'ai même pas le temps de lui dire qu'est-ce que je veux faire, qui me l'a dit. Il m'a ajouté un user, ben vas-y amuse-toi. Pas de problème, hein. J'ai généralement du code, mais voilà, il me génère le code, il me récupère mon formulaire, il m'annule tous les événements par défaut, il me récupère les champs, il crée une requête post en JSON, il envoie le contenu qu'il a mis en JSON et il récupère le résultat qu'il ajoute dans la table. Bon, il y a un petit peu de duplication de code ici, puisqu'on voit que le code qui est ici va être le même que celui qui est en dessous, mais malgré tout, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour faire ça. Donc je reviens sur mon interface ici, je recharge, donc j'ai toujours tout ce qu'il faut. Ben, je vais mettre ça, je vais mettre un nom qui est ici, un poids 120 kg. Ou livre, non mais c'est pas ce système américain, c'est pour ça. Et je vais l'ajouter et tout seul, il s'ajoute. Je peux recharger la page, je vais la voir.
Voilà. Ça m'a pris quelques secondes, quelques lignes de commentaires, mais finalement en termes de code, j'ai pas dû faire grand chose. Si je supprime, normalement ça marche toujours pas. Ça marche, mais toujours pas, c'est pas grave. Très bien, donc on a notre API. Oui. Alors ça n'a jamais trop bien marché. Je pense que Copilot ça marchait bien, mais je pense que sur du ATI ça marche pas encore super bien. En plus là, pourquoi j'ai pas d'erreur aussi? Il fait plus d'erreur 500, il fait une erreur 404. Donc comme quoi c'est notre found et ici c'est un 500. Je peux lui demander. On va essayer. Donc ici j'ai cette erreur qui est là. On va lui demander. Tac. Du ATI qui est ici. Help me to fix this. Alors, mais des fois, il donne des réponses qui sont pertinentes et des fois, ça l'est un petit peu moins. Donc là, il me dit qu'il faut changer des choses dans mon formulaire, alors qu'en fait, le problème est côté... voilà. Ah non, parce que j'ai pas copié le message d'erreur. Excusez-moi. On teste ça, on va jusque là, tac, ici, voilà. Allez, help me to fix this. Ah voilà, en fait j'ai mal fait le copier-coller. Mais malgré tout, il me répond toujours que c'est du JavaScript qu'il faut corriger et je pense pas que le problème vienne du JavaScript, ça vient du Python. Bon voilà. J'ai jamais trouvé l'aide à la correction ou au debug très efficace, en tout cas ici. Si vous allez sur la console de Google Cloud, vous avez la partie log, et dans les logs, vous avez aussi du ATI qui vous explique les logs qu'il y a directement sur Google Cloud, donc là il est plus efficace. Là c'est que dans les logs d'un programme, ça marche pas encore très bien. Mais c'est pas grave, on va passer à la suite, on va créer un conteneur. Alors je vais demander package the API in a container. Est-ce qu'il va me faire ça bien ou pas? Alors moi je vais créer... Ouais, pas mal. Alors, je vais créer un nouveau fichier. Comment est-ce qu'on fait? C'est comme ça, voilà. Qu'on va appeler Dockerfile. Vous connaissez Docker? Ouais, bon, ok, très bien. Donc, Dockerfile. Ah, il me le met dans statique. Non, pas dans statique. Ok. Tac, très bien. Je vais copier ce qu'il m'a donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une image Python 3.10. Dans App, on copie tout. On installe les requirements. J'ai pas de fichier requirements, donc ça me sert à rien. Je vais plutôt lui demander de faire du Flask. C'est ça que j'utilise. Et on va lancer main.py. Ok, très bien. Maintenant, on va le construire avec une chaîne de CI/CD. Sur Google Cloud, c'est Cloud Build. Donc on va demander give me a cloud build file to build and push the container. Alors on va le pousser sur Artifact Registry, qui est aussi sur Google Cloud, qui est une registry pour stocker des conteneurs. Et donc je vais créer un nouveau fichier ici, qui va s'appeler cloudbuild.yaml. Très bien, et je vais y copier ce qu'il met là. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, il va faire utiliser mes Docker pour faire un build et Docker pour faire un push dans mon projet. Le projet courant que j'utilise sur Google Cloud, et le nom il va donner MyAPI. Moi ça me va très bien, et à la fin j'ai même la commande qu'il faut que j'exécute pour lancer Cloud Build. Et écoutez, on va prendre cette commande et on va la coller ici, et ça devrait normalement fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Enable to read Dockerfile. Pourquoi on va parler de Dockerfile? Ah oui, parce que ouais, je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc voilà, c'est un très bon exemple. L'IA est générative, elle est des fois un petit peu créative. Pourquoi il a mis un Dockerfile devant le nom du fichier là? J'en ai aucune idée. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Des fois, voilà, ça. En fait, la façon dont j'aime bien présenter les LLM, j'aime bien le vulgariser, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop vulgaire, c'est de présenter ça comme un stagiaire. Mais un stagiaire qui fait... Non, mais c'est un stagiaire d'Epitech, hein, qui fait quand même du très bon travail, donc c'est pour ça que c'est un très bon stagiaire.
Mais malgré tout, ça reste un stagiaire, donc il fait du travail qui est très bien à 80% du temps, mais il faut vérifier, il faut contrôler, faut le corriger, voilà, c'est un peu ça. Donc, faut l'utiliser parce que ça va vous accélérer votre travail, mais malgré tout, il faut faire attention parce que des fois, il fait un petit peu des choses n'importe quoi. Donc là, le build a été fait, mais c'est très bien. Alors, j'ai perdu mon timer, je suis embêté. Non, c'est bon, ça marche. Et enfin, je vais déployer ce conteneur quelque part. Alors, quelque part, je vais déployer un conteneur sur Google Cloud, et c'est vous, avec Cousys, qui allez me dire sur quelle plateforme. Alors, il y en a deux. Kubernetes, donc ça s'appelle GKE sur Google Cloud, hein, c'est Google Kubernetes Engine, ou alors sur Cloudrun, qui est un produit serverless qui vous permet de lancer des conteneurs en mode serverless sans avoir besoin de déployer un cluster comme Kubernetes. Donc je vais décider ou du Cloudrun ou du Kubernetes. À vous de me dire qu'est-ce que vous préférez. Ah, je pense pas que ce serait aussi serré entre Cloudrun et... Ok, bon, mais ce sera sur du Kubernetes. Alors moi, Cloudrun, c'est mon service préféré sur Google Cloud. Je suis un peu déçu, mais on va faire du Kubernetes, il n'y a pas de problème. Ok, donc ici, on va lui demander create Kubernetes, alors Kubernetes deployment of the container. Ah, mais je pense que ça n'a pas marché. Je vais vous expliquer juste après. On fera une petite correction. The service is exposed in load balancer mode. Ok, donc là je vais créer un nouveau fichier n qui va s'appeler deployment.yaml ici, et je vais l'ajouter là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a mon API qui fait ça, donc mais déjà le port c'est pas le 8080, et il m'a pas créé mon service. C'est très bien, hein. Je lui ai demandé de me créer un service, ben, écoute, c'est pas grave. On va lui faire ici, donc service.yaml, ben, voilà, j'ai rien à faire. Mon API de type load balancer, mon API, très bien. Il n'y a pas autre chose à me créer là? Alors je suis nul en Kubernetes, j'en fais jamais. Hein, ok, très bien. Donc là, j'expose le port 80, on est pas mal. Je vais revenir sur mon API ici en Python. Alors, ce qu'il faut savoir, que quand on a du Flask, par défaut, ça écoute sur 127.0.0.1. Donc, ça écoute la boucle locale. Donc, si on veut exposer le serveur à l'extérieur, ben, la boucle locale ne va pas être écoutée. Enfin, en tout cas, ouais, le serveur va écouter que sur la boucle locale et pas sur les interfaces network qui vont arriver de l'extérieur. Donc pour ça, il vaut mieux écouter sur 0.0.0 et le port 8080, mais si on veut, ce sera très bien de laisser ça. Donc je vais reconstruire mon conteneur ici. Et je vais revenir sur mon fichier qui est où? Deployment, qui est ici. Je vais changer le projet. Alors, ça s'appelait GDG Lyon-Cloudrun. Et oui, parce que c'était pour le GDG Lyon et j'ai fait une présentation sur Cloudrun, donc depuis j'ai gardé ce projet-là. Ça s'appelle bien MyAPI et ça devrait être bon. Donc ensuite, est-ce qu'il me dit comment est-ce qu'on fait pour appliquer? Voilà, donc là j'ai la commande Kubernetes, donc c'est très bien. Je prends ça, je l'applique. Ah, forcément, ça n'a pas marché. Alors, give me the command. Alors, j'ai cloud command to get the credential from GKE. Je ne sais pas s'il va comprendre. Mon but, c'est quand même de m'authentifier auprès du Kubernetes. Donc, c'est d'avoir ça. Get credential et j'ai mon cluster. C'est très bien. Donc, je copie cette commande-là. Alors, mon cluster n'existe pas. Mon cluster, ça va être sur, je l'ai appelé Epitech. Et j'ai une région qui va être, je l'ai mis en Europe Ouest 1, qui est en Belgique. Not found. Ah oui, Epitech. Il n'y a personne qui suit ici. Hein. Quand même. Hein.
Voilà, donc là j'ai récupéré les identifiants de mon cluster, donc maintenant je vais pouvoir appliquer la configuration à mon cluster. Attention, ça marche, c'est appliqué, super. Alors est-ce que vous connaissez le fonctionnement de Kubernetes? Pas du tout, alors en fait c'est Google qui a repris ce qui existe en interne. Chez eux en interne, ils ont déjà des grosses machines qui gèrent des conteneurs qui s'appellent Borg. Donc ça c'est interne chez Google. Ils l'ont mis en open source et donc ils ont recodé Borg en Go et ils l'ont mis en open source. Et aujourd'hui en fait qu'est-ce que fait Kubernetes? C'est que ça va gérer des conteneurs. Donc ça va gérer des VM, ce qu'on appelle des nodes. Et dessus on va déployer des conteneurs pour faire tourner des applications. Donc là, typiquement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je voulais faire un déploiement. Donc j'ai déployé un conteneur qui va s'appeler un pod dans le jargon Kubernetes. On va déployer un pod avec ce conteneur. Et j'ai dit que je voulais exposer ce conteneur de type load balancer. Et là où c'est magique dans le cloud, c'est quand on dit expose-moi un service en load balancer, automatiquement ça va créer une VM, ça va créer le pod, ça va créer les routes réseau qui vont bien, ça va créer le load balancer, bref, ça va tout créer. On n'a plus qu'à utiliser avec quelques lignes de YAML. Donc, ici, on va voir par exemple avec Kubernetes, on a une ligne de commande kubectl get service. Kube. Ah, ça va, il y en a qui ont suivi au premier rang, c'est très bien. Et là, je vais avoir une voilà, donc l'IP est en train d'être provisionnée, donc j'attends. Et en attendant, on va pouvoir voir d'autres features de Duet AI. Et une feature que je voulais vous montrer, mais juste avant, c'est que des fois ça fait des choses, on ne sait pas comment, ce que ça fait. Et ici, vous pouvez sélectionner une partie du code. Avec un clic droit, vous pouvez dire explique-moi ça. Parce que moi je suis débutant en Python. En plus, c'est vrai, je suis débutant en Python. Et il va pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Donc si la méthode est delete, et bien en fait à l'intérieur du bloc on fait un if, on filtre les users, etc. Donc si vous commencez sur un projet, que vous ne savez pas ce que ça veut dire parce que vous avez quelqu'un de très intelligent qui a fait du code très compliqué, vous pouvez vous aider de Duet AI ou d'autres choses pour comprendre ce qui se passe. J'avais écrit, est-ce que ça marche ou pas? Parce que je veux quand même vous montrer que le déploiement va fonctionner. Ah, on a une IP qui est ici, très bien. Alors, est-ce que ça va marcher? On va pas la mettre ici, on va mettre sur ici, très bien. Super, j'ai pas copié. On va y arriver. Hein. Parce qu'en fait, pour copier, il faut faire CTRL-SHIFT-C. C'est pour ça que je me rate. Non, c'est l'external IP. Ok, alors, si je reviens ici, si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors, une fois que le load balancer il est créé, des fois il y a un petit peu de temps, le temps qu'il se démarre et que ça se propage sur toute l'infrastructure de Google Cloud. Donc possible que ça mette un petit peu de temps à arriver. On va revoir ça juste dans quelques secondes. Oui, j'avais parlé de Fibonacci tout à l'heure. Donc là, on va repérer Fibonacci. Create Fibonacci roots. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que typiquement, voilà, ici on a une fonction Fibonacci, je peux la prendre et je peux lui dire génère-moi des tests unitaires sur cette fonction-là. Il va me les générer. Hein. Hop, main test.py. Et donc là, typiquement, voilà, on peut ajouter des tests unitaires en donc tout ce qui vous, voilà, si vous êtes un petit peu embêté à faire des tests unitaires, ça peut vous accélérer votre process. Alors ici, ça marche toujours pas. Donc on aura peut-être un effet démo à la fin qui fera que ça marche pas sur du Kubernetes. Pourtant, ça avait l'air déployé bien comme il faut. Sur le port 80, il va bien me chercher le port 80 ici. Bon, mais voilà, on ne verra pas le déploiement sur Kubernetes, je pense que... ou alors peut-être que ça arrivera dans quelques minutes. Je vais finir la présentation et on resituera là-dessus pour voir. Bref, donc juste dans la démo, on a vu comment créer une API en Python, on a vu comment faire du HTML, comment faire du JavaScript, on a vu comment faire un conteneur avec un fichier Dockerfile, on a vu comment faire de la CI/CD, Cloud Build avec un fichier YAML, comment déployer un conteneur,
sais pas si ça a marché. En tout cas, avec Kubernetes et aussi en faisant du YAML. Donc il y a plein de choses à apprendre et à connaître. Et en fait, quand on est jeune étudiant comme vous, qui allez entrer dans le marché du travail, moi ça fait 17 ans, donc j'ai vu les choses arriver et puis se faire. Mais là, en fait, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Un langage de développement. Là, on a vu du Python, ça peut être du Java, du Node, du Go, du C, du Rust, et les frameworks qui vont avec. On va avoir du Spring, on va avoir du Flask, du FastAPI, du Express, etc. Un langage front, du HTML, du JavaScript, du TypeScript, du CSS, avec aussi les frameworks qui vont avec, du Flutter, du Vue, du Angular, du React, etc. etc. Vous avez aussi des bases de données, du SQL, du NoSQL, des bases de documents, comme du MongoDB, du BigQuery, qui est sur Google Cloud, mais du Snowflake. Vous allez avoir aussi des frameworks, comme DBT, comme Dataform, qui permettent de transformer, d'enchaîner des requêtes SQL. Vous allez avoir aussi la configuration de la connexion à votre base de données va être différente. Si c'est du BigQuery, ce sera plutôt du HTTP. Si ça va être du SQL comme du Postgre, ce sera du TCP. Donc les modes de connexion ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on met des secrets, est-ce qu'on met des identités, des tokens? Bref, tout ça, il faut le savoir, il faut le faire, il faut aller voir les docs, tout ça, c'est un petit peu compliqué. La plateforme de déploiement. Là, je fais du Google Cloud, je connais très bien ça, pour moi c'est facile, mais peut-être que pour vous c'est beaucoup moins facile. Quelles sont les commandes? Quels sont les services? Mais les limites, comment l'utiliser? Quels sont les meilleurs services à utiliser? Comment est-ce qu'on fait pour configurer les services? On a vu du YAML avec Kubernetes, avec Cloud Build, il y a App Engine, il y a d'autres services qui nécessitent de la configuration. On va voir aussi d'autres outils comme Terraform qui permettent de faire de l'infrastructure as code, du bash, des scripts, etc. Tout ça, vous allez l'apprendre des fois dans la douleur parce que il faut apprendre, il faut faire, vous ne comprenez pas, il faut aller voir sur 50 blogs et faire des tutoriaux pour monter en compétences. Moi j'adore, moi c'est ma passion, mais c'est sûr qu'au début c'est un peu plus compliqué. Pourquoi est-ce que ça existe en fait? Du ATI est pensé par Google pour couvrir tout ce qu'on appelle le cycle de développement du développeur, donc SDLC, Software Development Life Cycle, et va vous aider justement dans la partie design, donc quel service utiliser, le build, comment construire ou quoi construire, les tester, les tests unitaires, déployer sur Kubernetes, en espérant que ça marche bien. Opérer, donc c'est ce que je disais dans le cas de logging, vous avez un log qui vous pose un problème, vous utilisez du ATI pour avoir la description du log, et tout ça vous pouvez le faire ce qu'on appelle à l'échelle, c'est-à-dire que c'est pas que pour un développeur, c'est pour toute l'équipe, toute l'entreprise, et c'est ça qui va pouvoir vous permettre d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, du ATI est utilisé par Google en interne. Google est le premier client de du ATI, et on pourrait voir arriver dans les prochains mois, prochaines années, beaucoup d'évolutions. Parce que comme on a vu avec Google Slide, Google Sheet, Google Doc, des choses changer parce que Google l'utilise en interne, mais là aussi du ATI va évoluer en fonction du besoin de la maison mère Alphabet. Tout ça pour conclure en vous disant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous utilisez encore vos propres mains? Oui? Attends. Il y a le micro et en fait, il n'a pas fini. Ouais, Il n'a pas fini. Attends. J'ai deux slides ici, j'ai une remarque à faire à la fin et je te la parle mais sans problème. Donc je me demande, est-ce que vous allez continuer à coder par vous-même ou utiliser du ATI ou autre chose pour vous aider justement à coder? Parce que je pense que moi, quand j'ai commencé il y a 17 ans maintenant, j'ai commencé comme analyste développeur. Et je dois dire que je faisais 10% d'analyse et 90% de code. Et je pense qu'avec ces outils-là, comme du ATI, le rôle d'analyste va prendre bien plus de place. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus vous demander, vous allez plus vous demander comment est-ce qu'on fait, mais surtout de me demander à la machine quoi faire. Et donc pour vous, ce qui va être important, c'est pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi je demande ça, comment je le demande. Voilà, le pourquoi est important et le comment est-ce qu'on fait, finalement, c'est la machine qui va vous le faire. Donc il faut poser les bonnes questions, faire le bon prompt, donc poser la bonne question à la machine, poser les bonnes questions au métier, poser la bonne question à la machine, et faire un peu de debug et puis de test. Donc c'est ça, je pense, un petit peu l'avenir de votre métier aujourd'hui. Voilà, c'était la conclusion. Je vais partager les slides sur Twitter et sur LinkedIn, donc si vous voulez les récupérer, il n'y a pas de problème. Le contenu, c'est sur la démo et pas les slides. Et puis en tout cas, si vous voulez discuter ou maintenant, ou à midi, ou plus tard, ben voilà, il y a aussi mes contacts qui sont là.
Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Et donc il y a une question, je sais qu'elle arrive, regarde direct. Je voulais vous merci du coup pour la présentation. On a pu voir Duet AI en action. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez étudié les différents, est-ce que vous avez étudié les différentes possibilités, genre entre Duet AI et Copilot justement, ou est-ce que vous avez fait un choix? Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour aller vers Duet AI? Alors, deux choses. La première, je suis fan de Google, donc forcément c'est beaucoup plus simple. La deuxième, c'est comme je suis Google développeur expert, eh ben, pour moi c'est gratuit d'utiliser du AI, donc c'est quand même beaucoup mieux que d'utiliser mes copilotes. Par contre, j'en discute beaucoup et c'est vrai que la semaine prochaine, je devrais avoir une présentation de copilote par d'anciens collègues à moi. Et je suis assez curieux de voir la différence entre les outils. Notamment Copilot qui a commencé bien avant l'IA générative, donc qui a commencé je crois il y a 3-4 ans à faire ça, donc ils avaient déjà commencé à aider les développeurs, donc ils sont beaucoup plus intégrés dans l'écosystème et dans la façon de gérer les fichiers et le code. Aujourd'hui le problème de Duet AI, ça gère un fichier. Copilot peut gérer plusieurs fichiers, restructurer le code et les fichiers, alors que là Duet AI c'est du monofichier. Donc ça demande à évoluer, je pense que Copilot est plus mature sur certains points. Mais comme j'ai dit, comme c'est utilisé en interne par Google, je pense que ça va aussi être beaucoup évolué et je pense que l'avenir sera intéressant. En fait, juste merci pour la présentation. Et je voulais savoir, vous n'avez pas peur en fait de limiter la progression des nouveaux développeurs avec tous ces outils? Parce qu'avec tous les nouveaux outils, on les assiste beaucoup et on sait très bien que la recherche par soi-même et de faire justement cet effort de recherche, ça va aider à la compréhension et à l'amélioration des connaissances. Ouais, non mais tout à fait. Alors ça c'est une vraie question qui arrive, donc ça peut être aussi bien sur le développement mais aussi sur n'importe quoi, hein. Faire une rédaction en français, est-ce qu'on utilise ChatGPT ou est-ce qu'on utilise notre tête pour le faire? C'est une vraie question, plus philosophique que technologique en fait. La façon dont je vois les choses et dont on me l'a présenté aussi, c'est de me dire c'est un peu comme une calculette. C'est vrai qu'on a beaucoup présenté ChatGPT comme une calculette. C'est pas parce qu'on utilise une calculette qu'on sait plus faire des maths et qu'on sait plus calculer, c'est juste qu'on va plus vite. Donc en fait aujourd'hui on se posera peut-être moins de questions pour arriver à développer ou à faire une rédaction ou autre chose. On se posera peut-être plus de questions en amont. Je pense que je vais essayer de faire plus de recherches pour que ce soit plus crédible, plus de relecture, plus de retouches. Voilà, on va changer un petit peu les choses, mais c'est une vraie question qui peut impacter beaucoup de choses, beaucoup la société, et voilà, c'est pas facile. Non, mais en effet, c'est une question qui n'est pas facile à répondre en quelques minutes. Ça ferait une disserte assez longue sur le sujet. Merci beaucoup Guillaume, moi j'ai appris un truc, c'est qu'on peut faire des tests unitaires en un clic droit, et ça, j'en ai vu quelques-uns faire des photos, je pense que c'est un peu, il y a la révélation de Duet AI sur ça, c'est vraiment parfait. Un grand merci, je pense qu'on peut vous applaudir, merci beaucoup.